Bonjour. Vous m'entendrez tous bien ou comment ça va? Vous m'avez manqué. Touhachtkom en arabe. Désolée, j'ai promis un live sur la Médine Asia et en fait je l'ai fait sur Instagram. Donc désolée pour les personnes qui l'attendaient sur Twitch. Sahar Ramadankom, bon Ramadan aux personnes qui le fêtent, qui le font. Je suis désolée, faut que je fasse cette parenthèse, mais la Médine Asia c'était incroyable. Bon, c'était aussi bien l'année dernière. Et là en fait, il y a des gens qui sont venus. Déjà, il y a des gens qui sont venus avec des cadeaux, j'étais trop gênée. Et il y a une petite jeune de 16 ans, Lisa, qui m'a offert cette petite peinture quand voilà, je lui avais promis que je la mettrais dans mon arrière-plan. Donc là, je fais deux vidéos après le live et je lui avais promis que je la mettrais en arrière-plan. Elle m'a offert en fait une boîte avec plein de petites choses dedans, avec des petits mots et tout, j'ai tout gardé. Oh, mais qu'est-ce qu'elle était trop cute, ça m'a vraiment gênée parce qu'elle a 16 ans, j'imagine qu'elle a pas de taf et tout. Et elle vend elle fait des faux ongles. Et je lui ai promis que je ferais la pub de ça aussi, donc faut que je trouve son petit... faut que j'aille voir dans la boîte en fait, et je mettrai ça sur le Discord et tout. Et je le mettrai aussi sur mon compte YouTube, parce que je lui ai promis, elle était vraiment trop mignonne. Crimino Caro, ah, j'ai vu Crimino Caro, j'ai prise dans mes bras direct. Et il faut qu'on fasse absolument ce dont on avait parlé. J'aimerais bien que... Caro en fait est criminologue, et j'aimerais bien qu'elle vienne sur le live pour parler de ce qu'elle fait. En criminologie, et donc si ça vous intéresse, on fera après faire un appel téléphonique, donc ce sera un appel et on pourra lui poser plein de questions, tout ça. Puis moi j'en préparais aussi. Non mais c'était la Médine Asia, c'était vraiment quelque chose. Puis en plus il y avait Mogota qui était là, donc c'était vraiment cool. Donc ouais, non, franchement, plein de belles choses, plein de belles personnes. Franchement, c'était des super belles rencontres. Des gens qui étaient venus l'année dernière, et je les ai vus, je les ai reconnus, je dis mais t'étais là l'année dernière et tout. Et des nouvelles personnes et tout. Non, franchement, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors, c'est parti pour notre première affaire. Donc déjà, on va minimiser la tronche. Voilà, c'est parti, comme ça. Allez, bismillah. La police d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, croit bien avoir trouvé le grand champion canadien de l'alcool au volant. Roy Haydé, 66 ans, a réussi le triste exploit de se faire condamner une 21e fois pour alcool au volant au cours du mois de décembre, sur un seul mois, à la suite d'un accident survenu en août 2022, a fait savoir la police. Comment c'est possible? Fallait pas l'arrêter avant, lui enlever... Vous retirez pas les permis au Canada? Le 15 août 2022, la police est intervenue sur le lieu d'un accident impliquant une moto appartenant à Roy. Sur place, les patrouilleurs ont constaté que le passager de la moto avait subi de graves blessures, tandis que le pilote s'est enfui sous les yeux de plusieurs témoins qui ont pu aider la police à l'identifier. Et en plus, il a pris la fuite. Ah, c'est lui! Je voyais sa tête, je me disais qu'il avait l'air d'une victime, mais en fait, je me suis trompée. Lors de l'accident, Roy dépassait de 2 fois la limite de l'alcool permise. Le multirécidiviste bien connu des policiers a finalement plaidé coupable, le 18 décembre, d'avoir conduit sous l'influence de l'alcool, alors qu'il n'avait pas le droit de se trouver au volant du moindre véhicule. Ah, donc il avait un retrait de permis. Ce qui est incroyablement préoccupant avec cette condamnation, c'est qu'il s'agit de la 21e pour alcool au volant, ce qui serait le plus grand nombre de condamnations pour alcool au volant pour qui que ce soit ait reçu dans l'histoire canadienne. L'incorrigible chauffard devrait normalement se tenir loin de la route quelque temps, lui qui a été condamné à purger tout près de 5 ans derrière les barreaux. Là, faut l'enfermer, le mec, hein. Et puis, faut l'envoyer voir un psy, parce que là, je pense qu'il y a besoin. Hein. Guinness, est-ce que vous avez des points au Canada, comme nous en France? Ah, c'est des points de démérite. 15, d'accord. En Belgique, vous n'avez pas le système de points, d'accord. Je crois qu'en Angleterre, il me semble que c'est pareil, il n'y a pas de points. Mais ils peuvent te faire un retrait pour des trucs de ouf, évidemment. Est-ce que cette image parle à quelqu'un? Luca Magnotta, le dépeceur de Montréal, plus connu sous le surnom de Lulu, pour les intimes. Luca Rocco Magnotta, reconnu coupable sur toute la ligne du meurtre crapuleux de l'étudiant Junlin en 2012, a été transféré d'établissement carcéral. Le tristement célèbre meurtrier serait dorénavant détenu à l'établissement La Macasa, prison à sécurité moyenne dans les Hautes-Laurentides. Quelle est la raison? Détenu à Port-Cartier, Magnotta avait obtenu l'aval des autorités pour être transféré, et ce après plusieurs demandes. Selon les informations du média torontois, le quadragénaire, se revendiquerait dorénavant transgenre et aurait besoin de traitements spécialisés. Ah bon? Je sais pas si j'y crois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont menti sur ce genre de choses pour être transférés de prison. Violette
La nouvelle appellation de Magnota aurait également obtenu l'autorisation de plier bagages à la Macasa avec le prisonnier qu'il a marié en 2017. Qu'il a marié, donc il a épousé, en français on dirait qu'il a épousé. Je veux dire, pardon, en français de France, pardon. On dit qu'il a marié en français de France ou pas? Parce qu'au Canada, j'ai déjà entendu le dire comme ça. Mais moi, il me semblait qu'en France, on disait plutôt à épouser. Je me trompe peut-être. Hein. Plusieurs docteurs de l'université McGill se seraient opposés au transfert du détenu, affirmant que ce dernier ne souffrait pas de dysphorie de genre, mais qu'il avait plutôt une identité fragile, dévoilant des documents obtenus par le Toronto Sun. L'assassin avait vu sa demande refusée en 2022, alors que la Cour fédérale avait soutenu que ses conditions de détention demeurent maximales. Avec son transfert dans les localités des Laurentides, Magnota se joint au meurtrier et violeur en série Paul Bernardo, transféré dans la prison à sécurité moyenne en 2003. L'arrivée de Bernardo à la Macasa avait suscité la grogne des familles, considérant que l'homme a kidnappé, torturé et violé et tué 2 adolescentes au début des années 90 en Ontario. Barbie, voilà, Ken et Barbie, c'est tout à fait ça. Et vous y croyez, Lucas, qui est trans, qui s'appelle maintenant Violette? Je pense que la question qu'il est important de se poser, ou la réponse qu'il est important d'avoir pour nous, c'est est-ce que la prison dans laquelle il se trouve, ou elle se trouve en ce moment, quelles sont les conditions de vie pour les prisonniers, et dans l'autre prison où il irait, quelles sont les conditions de vie là-bas. Le premier truc que je demanderais, c'est quoi la bouffe? C'est quoi le menu? Parce que c'est important, la nourriture. Quand t'es prisonnier, tu manges très mal, hein. Tu manges très mal, sauf si tu cantines et que t'as des thunes. Lui, j'imagine pas qu'il en est. Rien que pour la bouffe, ça peut faire des demandes de transfert. Hein. Je dis pas ça en tant qu'amoureuse de la bouffe, hein. C'est la vérité. Vous connaissez des gens qui ont déjà été incarcérés ou pas? Franchement, moi j'en connais, et franchement, tu tuerais pour de la bouffe, hein. Moi, je tuerais pour de la... Alors imagine enfermé dans une cellule, criminogaro, c'est surtout important la bouffe pour un cannibale. Putain, j'avais zappé! Mais oui, putain, c'est vrai, il avait mangé des morceaux. Pour les personnes qui veulent regarder un documentaire complet sur Luka Magnotta, il y en a un sur Netflix qui est juste mais sublimissime, qui s'appelle Don't Fuck With Cats, et il est du point de vue en fait des personnes qui ont permis l'arrestation de Luka Magnotta et qui sont des fans de chats. Donc évidemment, c'est un point de vue tout à fait honorable. Hein. J'ai été confrontée à une affaire comme ça où il était question d'une personne transgenre, et c'était la fusillade à l'école STEM. Donc j'ai fait une vidéo, et je la mettrai quelque part à l'écran quand je ferai la vidéo pour le replay sur YouTube. Et dans cette fusillade, donc il y avait 2 personnes, hein. Il y avait un jeune garçon, et une jeune femme trans, donc qui était née... un jeune homme trans, excusez-moi. Donc il était né femme, et puis il est devenu homme, et donc cette personne, en allant en prison, il a dit, ben voilà, moi je suis homme aujourd'hui, mais je risque pour ma vie des viols et tout ça, donc il a demandé à être aussi dans une autre prison. Et ce que j'ai découvert en faisant mes recherches sur ce genre de problématique, c'est que les personnes qui sont trans, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en fait les mettre à l'isolement. L'isolement, c'est une punition en réalité. Ça reste quand même dur pour eux. Nous, en tant qu'amateurs, amatrices de true crime, on est beaucoup dans l'affect et dans l'empathie par rapport aux victimes. Et même si on a ce côté où on est fasciné entre guillemets par les tueurs, on a ce côté de... C'est une fascination psychologique en fait, je pense, et de ce que je vois beaucoup dans les commentaires et tout, c'est une fascination psychologique de comment l'humain est-il capable de faire autant d'atrocités. Donc c'est ça, nous sommes à peu près d'accord. Ça n'empêche pas que ces personnes qui ont commis des crimes, ça reste des êtres humains, et il y a des lois, et il y a des encadrements carcéraux qui font que on peut pas les traiter comme des merdes, et c'est quelque part... je dirais dans la majorité des cas normal, si tu te poses la question de tout ce qui est carcéral, et c'est pour ça que la discussion avec Rimino Caro, elle sera intéressante, parce qu'il y a tout cet aspect-là de la rédemption, et même sans rédemption, on n'a pas à les traiter comme des animaux, comme des merdes, quoi. Donc la question que je me pose par rapport à Luka Magnotta, c'est est-ce qu'il fait ça par vice, et est-ce qu'il veut juste un meilleur traitement et de la meilleure bouffe, ou est-ce qu'il fait ça parce que réellement il est trans? S'il se sert de la cause trans pour faire avancer ses petits bénéfices à lui individuels, c'est un gros connard. Et s'il est vraiment trans, c'est du coup une personne, maintenant femme, qui s'identifie comme femme, et qui a réellement besoin de protection. Soit il fait reculer la cause LGBT, soit il la fait avancer, quoi. Enfin, avancer, je sais pas, mais bon. En tout cas, j'espère qu'il ne s'en sert pas. Parce que c'est pas juste pour les personnes qui le sont vraiment. C'est parti pour une affaire qui nous emmène au Royaume-Uni. Une imitatrice transgenre britannique
What the fuck? Une imitatrice transgenre britannique du tueur Luca Rocco Magnotta qui s'en serait pris au chat de ses voisins en direct avant de tuer un trentenaire d'Oxford au Royaume-Uni a écopé lundi d'une peine de prison à vie. J'ai pas compris là. Votre décision de tuer la victime n'était pas une réaction à quelque chose qu'il avait dit ou fait. Ce n'était pas une erreur momentanée, ce n'était pas une décision prise dans la colère, c'était l'aboutissement d'un plan que vous aviez envisagé et formulé pendant des mois, a martelé le juge Martin Chamberlain en rendant sa sentence lundi. Elle a imité, moi je pensais que c'était la voix, tu sais qu'elle faisait une imitation de voix, en fait non, elle l'a imité dans ses meurtres. En fait c'est là, les 3 photos c'est elle en fait. La tueuse Scarlett Blake, 26 ans, a ainsi pris le chemin du pénitencier après avoir écopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 24 ans, pour le meurtre de l'Espagnol Jorge Martín Carreno, 30 ans, à Oxford en juillet 2021. Selon des images de caméras de surveillance partagées par la police de Thames Valley, la femme avait attiré sa victime vers un lieu en retrait près d'une rivière avant de le noyer et de s'en vanter à sa petite amie vivant aux États-Unis. C'est cette dernière qui aurait offert à la police le dernier morceau du casse-tête sur la mort du trentenaire en contactant la police en avril 2023. Bien joué la copine aux États-Unis. Ah, c'est lui, miskin. L'enquête aurait alors révélé que Scarlett Blake partageait une fixation sur la violence et sur le fait de savoir ce que ça ferait de tuer quelqu'un, déjà depuis plusieurs mois. Mais ça, c'est une vidéo YouTube, ça. La meurtrière avait notamment procédé au meurtre d'un chat du voisinage en direct sur la toile, comme hommage au tueur Luca Rocco Magnotta qui dépeçait des chats sur internet avant de tourner son couteau vers Jun Lin, un étudiant chinois installé à Montréal. Bien joué la transition, Stig. Elle aurait conservé la tête coupée du chat en souvenir, en plus de s'être rendue à 2 reprises sur les lieux du meurtre de Jorge Martín Carreno pour prendre des photos des lieux. La fameuse expression un tueur revient toujours sur la scène du crime. Je comprends pas pourquoi. Faudrait que je fasse une vidéo juste sur ça. Il y a plusieurs aspects de cette affaire qui ont été vraiment troublants à voir, à entendre et à traiter. Cet accusé a fait preuve d'une cruauté calculée. Le meurtre a été prémédité avec un mépris total et il est clair que seule une peine d'emprisonnement à perpétuité est appropriée, a réagi le surintendant détective John Capps, officier enquêteur principal de l'unité des crimes majeurs de la police de Thames Valley. What the fuck là? De quand date ce meurtre? Est-ce que Luca Magnotta a pas été inspiré par le fait que cette personne est trans pour se dire tiens, trans, meilleur traitement. Merci mon copycat. Alors c'est parti pour la prochaine affaire qui nous emmène en Inde. Une touriste espagnole, adepte de voyage à moto, a été victime d'un viol collectif par 7 personnes en Inde, ce vendredi 1er mars. Une affaire qui a provoqué de vives réactions à travers le monde et sur les réseaux sociaux. Un viol en Réunion qui a scandalisé le monde entier. Ce vendredi 1er mars, une touriste espagnole a été violée par 7 individus, tandis que son compagnon a été frappé et menacé au couteau. Fernanda et Vicente, les 2 victimes originaires d'Espagne, ont fait part de leur terrible histoire dans une vidéo publiée sur leur compte Instagram. Le couple passait la nuit dans une tente dans le district de Dumka, dans l'est du pays, et à plus de 1300 km de New Delhi, quand il a été pris à partie par plusieurs individus qui leur ont jeté des pierres. Ils nous ont battus, ils m'ont mis un couteau sous la gorge en disant qu'ils allaient nous tuer, et 7 hommes l'ont violé, a ensuite témoigné Vicente dans une vidéo désormais supprimée. À travers le compte Instagram tenu avec son compagnon, Vuelta al Mundo en Moto, Tour du monde à moto, Fernanda partage son tour du monde réalisé en moto. Selon la biographie du compte aux 250 000 abonnés, le couple voyagerait depuis plus de 5 ans et aurait parcouru plus de 170 000 km à travers 66 pays du globe. De plus, la femme est également une ambassadrice de la marque Klim, dédiée au monde de la moto. Klim avec un K, K-L-I-M. 3 personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire. Au cours de ces 5 dernières années, le couple a notamment voyagé en Europe et en Asie. La dernière étape renseignée par les 2 influenceurs avant de se rendre en Inde est le Sri Lanka, où Fernanda et Vicente ont notamment posé avec des éléphants. Au lendemain de l'agression subie par les 2 touristes, 3 hommes ont été arrêtés par les autorités indiennes, tandis que les autres personnes impliquées sont toujours recherchées par la police locale. Pour lire ton commentaire, après j'irai pas dormir en tente en France alors un pays étranger. Et je suis totalement d'accord avec toi. J'ai fait un petit voyage en France, dans le nord de la France, avec une tente, un sac à dos et tout. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une application qui s'appelle Home Camper.
H-O-M-E, Camper, C-A-M-P-E-R, et c'est une application sur laquelle tu peux en fait louer, c'est un peu le Airbnb du camping, et donc tu vas chez des gens qui ont déjà des commentaires, des reviews, des machins, et c'est des gens qui ont une propriété, et tu peux louer un petit bout de terrain, enfin pour poser ta tente, tout ça, et dormir dans leur jardin, dans leur, moi je dis jardin, mais en général c'est voilà, c'est des gens qui ont des terres, ils ont des animaux, tout ça. Alors je me suis blessée après ma première nuit, mais ma première nuit je l'ai passée, enfin ma première et seule nuit du coup je l'ai passée dans une grande ferme, et c'était une famille qui avait, c'était un couple, ils avaient des enfants, ils avaient des vaches, c'est un super beau concept, c'est pas très cher, moi ça m'avait coûté entre 10 et 15 euros la nuit. T'es dans une propriété privée, souvent il y a un enclos, et puis en fait tu dors à côté d'autres tentes, donc c'est comme un camping, un vrai camping quoi. Jamais de la vie ça me serait venu en tête, même avec Justin, même si je suis avec un groupe, jamais de la vie ça me serait venu en tête d'aller dormir en Inde. Alors évidemment je dis pas qu'ils ont cherché ce qui leur est arrivé, évidemment pas, mais il faut prendre ses précautions. Et je suis quelqu'un qui a passé un mois toute seule en Inde. Tu peux y aller en Inde. Moi, c'est ça qui me fait mal, en fait, c'est de me dire que à cause de ce grave incident, il y a beaucoup de gens qui vont pas aller en Inde. En un mois, seule en Inde, je n'ai fait que des belles rencontres. Je n'ai parlé que avec des belles personnes. Il ne m'est rien arrivé. Je recommande encore aujourd'hui d'y aller. Fais pas du camping dans la nature tout seul, ou même avec ton mec. Et je te dis la vérité, mais ces précautions-là, la plupart, c'est des précautions que je prends aussi chez moi, en France, à Paris. Hein, donc faut prendre vos précautions. Et moi, ça me fait chier pour l'Inde, parce que c'est un beau pays. Donc je suis vraiment triste pour ce couple, de ce qui leur est arrivé. Je suis triste aussi pour le peuple indien qui va s'en prendre plein la gueule, alors qu'ils sont pas responsables de ce qu'un groupe de connards a fait, quoi. Corée du Sud pour l'affaire suivante. Une cour d'appel a confirmé la peine de 10 ans de prison prononcée contre une mère accusée du meurtre de son fils parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir bien l'élever. Donne-le à quelqu'un, donne-le. Moi je veux avoir un enfant, donne-le moi. Enfin, je sais pas si j'aurais fait du bon travail en l'élevant, mais j'aurais fait de mon mieux. C'est ce qui compte. La mère d'une quarantaine d'années a été inculpée pour avoir étouffé à mort son fils de 5 ans, alors qu'il dormait dans la chambre d'un appartement de la province de Gyeonggi en mars de l'année dernière. La femme a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait tué son fils parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir bien l'élever après que son jardin d'enfants lui avait dit la veille qu'il était agressif, violent et inattentif. Elle a déclaré qu'elle avait également prévu de se donner la mort, mais qu'elle avait fini par tuer uniquement son fils. Bon, évidemment. Et le pauvre, en fait, s'il est agressif, violent, inattentif, déjà, est-ce qu'il y a possibilité qu'il souffre de, par exemple, TDAH ? Un trouble de... Comment ça s'appelle ? Comment on dit en français ? Peut-être qu'il est autiste, non diagnostiqué, ou peut-être que tout simplement c'est en fait la frustration de sa mère qu'il ressent et qu'il exprime à l'école sous forme de violence et de colère. Le pauvre, il aurait fait le bonheur d'une autre famille en fait. Il y a des gens qui veulent adopter pour justement ce genre de situation, quoi, des enfants qui le savent, orphelins et tout, et il y a des gens qui veulent adopter pour faire le bien, quoi. Le tribunal de district l'a condamnée à 10 ans de prison après avoir pris en considération le fait qu'elle souffrait de dépression. Ça veut dire qu'elle aurait pris encore plus s'ils n'avaient pas pris ça en considération. Les procureurs ont fait appel du verdict au motif que la peine était trop légère. Mais la haute cour de Suwon a confirmé la décision du tribunal inférieur, affirmant que tous les facteurs clés avaient déjà été pris en compte dans la décision du tribunal inférieur. Donc c'est parti pour la prochaine affaire qui nous emmène en Oklahoma. C'est un décès brutal et violent qui soulève une vague d'émotions aux États-Unis. Le ministre américain de l'Éducation a ouvert une enquête sur la mort d'un élève de 16 ans s'identifiant comme non-binaire. Les organisations de défense des droits LGBT dénoncent un cas de harcèlement et discrimination ignoré par l'école. C'est un problème qui est de plus en plus récurrent parce que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui. On en voit malheureusement de plus en plus, tout comme les problèmes de harcèlement sexuel et tout ça. Nex Benedict, décédé le 8 février, un jour après une altercation dans les toilettes pour filles de son lycée d'Owasso dans l'Oklahoma, utilisait le prénom neutre, donc en anglais, en français c'est écrit Yel dans l'article, mais en anglais c'est them, mais aussi le masculin il.
Une enquête pour comprendre le rôle des autorités scolaires. Les causes de la mort ne sont pas encore connues, mais l'ONG Human Rights Campaign a rapporté que Nex avait subi des traumatismes crâniens violents et répétés au cours de l'attaque. Dans une vidéo publiée la semaine dernière par la police et tournée à l'hôpital, Nex Benedict raconte à un agent avoir jeté de l'eau sur 3 filles qui l'insultaient en raison de sa tenue vestimentaire. Nex et les 3 autres élèves se sont ensuite battus. L'élève est décédé peu après avoir été brutalement agressé dans son lycée de l'Oklahoma, un État conservateur du sud des États-Unis. Le ministère de l'Éducation a annoncé vendredi une enquête visant les autorités scolaires pour déterminer si elles avaient réagi de manière appropriée aux accusations de harcèlement fondées sur le sexe. HRC, donc c'est l'association Human Rights, donc HRC a salué cette annonce dans un communiqué. Les proches de Nex et la communauté LGBT de l'Oklahoma attendent toujours des réponses à la suite de cette mort tragique, a déclaré Kelly Robinson, présidente de l'ONG. Elle a appelé le ministère à agir de toute urgence pour que justice soit rendue à Nex et que tous les élèves du lycée de Wasso et de toutes les écoles de l'Oklahoma soient à l'abri des brimades, du harcèlement et des discriminations. La mort de Nex est la conséquence naturelle d'une vague de haine croissante à l'encontre des personnes LGBT, notamment dans les États conservateurs, avait déclaré Human Rights dans sa lettre de février. Citant la famille, l'ONG affirme que l'élève avait commencé à subir des brimades, donc des moqueries, après l'adoption par l'Oklahoma d'une loi interdisant aux personnes transgenres et non-binaires d'accéder à des toilettes correspondant à l'identité à laquelle elles se réfèrent. L'école, je pense aussi qu'elle doit être mise en cause. C'est le genre de choses, je pense, que peuvent prévenir dans le sens empêcher, les écoles aussi. Tu dis que t'es harcelé et l'école ne fait rien, personne ne fait rien en fait. Si c'est pas l'école, les autorités, qui va faire? Tes parents, ils vont aller tabasser les gosses qui te harcèlent. Ah, c'est pas une solution. Donc comment on fait? Par rapport à la question des toilettes, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a eu en Angleterre un cas très connu justement d'un homme qui se disait s'identifier femme, et que c'était pas vrai, et c'est pour ça que je dis que c'est un homme, parce que du coup il s'est servi de cette excuse pour aller dans des toilettes féminines, et il a violé des femmes. Je pense que ça pourrait être bien de mettre des toilettes mixtes en fait, mais de garder les toilettes hommes-femmes pour les personnes qui veulent rester dans des toilettes femmes que entre femmes, des toilettes hommes que entre hommes. Quelle est la solution? Est-ce que les toilettes mixtes, c'est pas l'avenir de la société? Mais du coup, comment tu peux raconter à tes copines que t'aimes un mec et tout? Tu vas pas le dire aux toilettes, si un autre mec il entend, il va aller le dire. Bon, ça crée des autres problématiques moins importantes. Est-ce que c'est une mauvaise idée, la création d'une toilette mixte en plus des toilettes qui existent déjà pour hommes et pour femmes? Parce que t'as des hommes, ils veulent pas, tu sais, les urinoirs, ils ont pas envie de sortir leur truc devant des filles. C'est normal. T'as des filles, quand t'as vont aux toilettes et que t'entends le gros scratch de quand tu mets une serviette hygiénique, t'as pas envie qu'un mec qui soit à côté qui l'entende. Donc, est-ce qu'on peut faire une toilette troisième mixte? Est-ce que c'est une solution qui est acceptable? Et c'est problématique parce qu'il y a des gens qui se servent de la cause pour leurs envies égoïstes et perverses et criminelles. Si on va tous à Monoprix faire nos courses ou à Lidl faire nos courses et qu'on n'a pas de problème à être les uns à côté des autres, je pense qu'on peut trouver une solution pour les toilettes. Il y a un lobby LGBT, mais ils sont pas tous énervés les mecs. Hein. C'est comme le lobby vegan en fait. T'as des véganes qui sont sympas, t'as des véganes qui sont énervés. Notre prochaine affaire nous emmène à New York. Une jambe humaine a été retrouvée le long des voies du métro de New York durant le week-end. Un épisode macabre sur lequel la police de la mégapole américaine enquête pour retrouver le corps. Selon le New York Police Department, NYPD, ces officiers ont répondu samedi à un appel signalant des restes humains retrouvés le long de la voie de la ligne 4 dans l'arrondissement du Bronx. À leur arrivée, les agents ont constaté la présence d'une jambe humaine. Le gigantesque réseau du métro new-yorkais est le théâtre d'incidents dramatiques rares, mais souvent médiatisés ces dernières années, comme ceux de passagers poussés sur les voies par des criminels ou des personnes en proie à des troubles mentaux. Les autorités tentent aussi de sensibiliser contre le phénomène des subway surfers, des casse-cou qui se filment sur les toits d'une voiture en marchant pour poster de spectaculaires vidéos sur les réseaux sociaux, ce qui a causé plusieurs accidents mortels
ces derniers mois. La semaine dernière, un homme de 34 ans est mort et 5 autres personnes ont été blessées après des coups de feu tirés sur un quai d'une autre station du Bronx. Mais que se passe-t-il à New York? Le reste est peut-être encore dans le wagon. Bonne idée, tiens, dis donc. J'y avais pas pensé. Non mais la porte peut pas se couper comme ça. La porte se ferme pas justement pour ces raisons-là. Non mais imagine, tu trouves une jambe, tu fais quoi? Bon, évidemment, t'appelles la police, mais... Un père incestueux, voilà, tout de suite ça commence les problèmes, de la Montérégie, donc à Québec, qui a utilisé sa fillette comme un véritable objet sexuel pendant une décennie, j'ai du mal à lire cette phrase, vient d'écoper de 7 ans de prison. Le tribunal espère que le processus judiciaire qui se conclut par le présent jugement apporte une certaine paix intérieure à la victime, a fait valoir le juge Martin Chalifour, tout en soulignant son grand courage. Le magistrat a imposé la semaine dernière au palais de justice de Montréal 7 ans de prison à un homme de 67 ans accusé de contact sexuel sur sa propre fille. On ne peut le nommer afin de protéger l'identité de la plaignante. Le criminel aurait commencé à sévir aux alentours de 1997, alors que l'enfant n'avait même pas 6 ans. Il s'en est pris à elle jusqu'à ses 16 ans. Déjà une seule fois, c'est déjà très grave et ça peut profondément marquer une personne. Mais imagine pendant 10 ans. Sa fille semble avoir été perçue et utilisée comme un objet sexuel, possiblement de substitution, sous un mode utilitaire, a-t-on appris, en cours. Il a finalement été rattrapé par ses gestes ignobles en 2019, après avoir été dénoncé par son enfant. Aujourd'hui, mère de famille, elle ne pouvait plus vivre avec son passé. Elle a été marquée au fer rouge par la trentaine d'épisodes de fellation, de masturbation et d'attouchement imposés par son père. La victime demeure entre autres traumatisée par une agression survenue alors qu'elle était adolescente. L'accusé est allé la rejoindre dans sa chambre. Lors de cet événement qui durera plusieurs minutes, la mère de l'enfant a tenté d'entrer dans la pièce. L'accusé lui a parlé à travers la porte pendant qu'il poursuivait ses gestes. Les abus du père incestueux ont entraîné une distorsion des liens affectifs chez la victime qui croyait que les gestes posés par l'agresseur sont des preuves d'amour. Elle explique que les agressions l'ont conduite à utiliser son corps pour être aimée, à s'investir dans des relations amoureuses toxiques, à avoir un mal de vivre, à s'isoler et parfois à consommer pour oublier. Il y a certaines victimes qui, en grandissant, en fait, elles sont beaucoup portées sur le sexe parce qu'elles pensent que c'est... déjà parce que le rapport avec la sexualité est tout simplement perverti. Hein. Je suis écœurée de ce que je suis en train de dire. Moi, je pense qu'il y a des mecs qui cachent tellement bien leur jeu. Et t'es dans une relation de confiance, le mec, c'est ton mari. Je pense qu'elle était soit vraiment au milieu de se douter qu'il était capable de faire ça, soit qu'elle savait et qu'elle fermait les yeux. Parce qu'il y a des femmes comme ça aussi, évidemment. Ça me paraît étrange que la porte soit fermée de cette manière. Ouais, c'est vrai, pourquoi la porte, elle serait fermée? Bien vu. Si t'es marié avec un mec et tu découvres qu'il fait ça à ta fille, ou tu l'apprends, ou tu grilles, tu ouvres la porte ou quoi, je le plante. Pas pour le tuer, parce que j'ai pas envie d'aller en prison pour sa sale gueule. J'arrête de dire des trucs comme ça en direct. Je suis trop sanguine, moi. Moi, je me barre. Je prends mes affaires, je me barre. Je dis ça parce que je suis... Tu vois, mais sur le moment, je pense que je prendrai des décisions intelligentes. Parce qu'après, il y a ton avenir qui est en jeu, il y a l'avenir de ton enfant qui est en jeu. Faut prendre des décisions intelligentes. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la justice judiciaire. Va en prison. Et sois étalé aux yeux de tous. Et tu gardes ta fierté, ta dignité. Pour les Algériens, il n'y a rien de tel que le nef. On appelle ça le nef chez nous. La fierté. Sur le moment, tu réagis avec l'instinct maternel. Je ne cautionne pas le meurtre, hein. Les co-détenus, t'inquiète pas qu'ils vont s'en occuper. Je suis méchante, mais je suis désolée, c'est grave de faire ça à un enfant, c'est trop grave. Alors, je continue parce que j'ai même pas fini l'article. Hein. Attends, écoute ce qui arrive. L'accusé a reconnu sa culpabilité face aux accusations qui pesaient contre lui, mais nie toujours avoir un intérêt sexuel déviant. Ah, donc c'est normal de vouloir sauter ta fille? Il ne parvient pas à s'approprier sa part de responsabilité. Il ne remet pas en doute la parole de la victime. Ok? Il exprime même de la honte pour ce qu'il lui a fait. Cela dit, il ne peut expliquer les motifs de son passage à l'acte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce mec? Le père de 5 enfants incrimine sa consommation excessive d'alcool, évidemment c'était pas toi, qui l'envoyait sur une autre planète. C'est écrit entre guillemets, donc c'est ses mots à lui. En fait, l'alcool l'envoyait sur une autre planète. Il serait abstinent depuis 3 ans pour des raisons de santé. Ah, c'est pas pour aller mieux et pour te repentir de ce que t'as fait à ta fille. Non, c'est ta santé en fait. Ah, c'est pour mon petit nombril là. Cette intoxication peut avoir contribué au passage à l'acte, mais cela n'explique pas tout, a insisté le juge.
Tu vois, j'aimerais bien être juge pour lancer des punchlines comme ça de malade. Alors après, l'addiction est une maladie, je peux comprendre, mais tu fais pas ça, quoi. La pédophilie, il y en a qui disent que c'est une maladie aussi, je sais pas, vous y croyez ou pas? La perversité, la perversion des gens. Oui, si c'est une maladie, ça veut dire qu'on peut leur pardonner ou pas? Bah non, du coup, parce que c'est quand même puni par la loi, c'est comme les gens qui sont schizophrènes, qui tuent et qui disent « Oui, mais c'est pas moi, c'est ma schizophrénie ». Oui, mais tu vas quand même en prison. Pour notre prochaine affaire, on reste au Canada, mais il se passe des choses chez Rosanna, dis donc, hein. Donc on est au restaurant Rosanna, qui, encore une fois, est le théâtre d'un truc de ouf. Un homme de 71 ans a été victime d'une tentative de meurtre après avoir été blessé par balle tard lundi soir dans un restaurant de l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. La police de Montréal a été alertée vers 23h20 au sujet d'un homme blessé par balle dans le stationnement du restaurant Rosanna. Lorsque les policiers du service de la police de la ville de Montréal, SPVM, sont arrivés sur les lieux, ils ont localisé la victime inconsciente et blessée par balle au haut du corps. Les paramédics ont effectué des manœuvres de réanimation sur la victime qui a été transportée rapidement en centre hospitalier où elle repose dans un état critique. Selon les premières informations, le ou les suspects ont tiré des coups de feu en direction de la victime qui était seule à bord de son véhicule. Ils ont ensuite pris la fuite avant l'arrivée des policiers, a indiqué la relationniste Carole Chevrefils, précisant qu'aucune arrestation n'a été effectuée dans le dossier. C'est quoi une relationniste ? La scène a été protégée par un périmètre de sécurité en attendant les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire qui devraient entamer leur travail en matinée. Des témoins ont été rencontrés par les policiers qui devaient visionner d'éventuelles caméras de surveillance alors que le boulevard Marcel-Laurin est fermé à partir de la rue Poirier. Le mois dernier, presque jour pour jour, le restaurant Rosanna avait été ciblé par un cocktail Molotov lors d'une série d'attaques quasi simultanées sur 4 établissements différents en moins de 2 heures. Il s'en était tiré avec des dommages mineurs. Je me rappelle parce que j'avais vu la photo de l'intérieur du resto, et j'avais dit putain, j'ai trop envie de manger là. Qu'est-ce qui se passe en Montérégie là? Est-ce que c'est pas lié, les attaques au cocktail Molotov, avec cette personne? Qui est cette personne? Ça se trouve, c'est un coup de marketing pour Rosanna. Et donc les gens, en fait, par curiosité morbide, fans de true crime là, un petit peu trop, ils vont aller chez Rosanna. Moi, j'ai envie d'aller chez Rosanna. Un menu a pris choc, un repas a tombé. Les affaires sont liées, c'est obligé, attends. Un mois jour pour jour. Mais qui est le cerveau de cette opération? Mafia, ça sent la mafia, vous pensez? Ouais, c'est ce que vous aviez dit aussi la dernière fois. Pour notre prochaine affaire, à votre avis, on va où? Qui reconnaît la photo, hein? Vous êtes de quelle maison, les gens, là? Balancez vos maisons et vos patronus. À fond dedans. Moi, je suis... Gryffondor, évidemment. Mais j'étais pas loin d'être Serdaigle. Et Justin, quand il a fait le test la première fois, il m'a dit « Ouais, j'ai fait le test un jour, je suis Gryffondor. » Je lui ai dit « T'as fait ça sur un site obscur Je lui ai dit « Pour moi, t'es un pauvre souffle. » Il a fait le test, et en effet, c'était un pauvre souffle. Ah, je suis trop balèze. C'est sur le site officiel qu'il faut faire le test. Tu n'es d'aucune maison, tu t'es fait virer de l'école, qu'est-ce que t'as fait encore? Quand t'as une passion pour quelque chose, ou un amour profond pour quelque chose, et que c'est quelque chose de sain, allez tous vous faire. J'aime Harry Potter et je pense que je vais mourir dans une tombe que je vais façonner avec aux couleurs de ma maison. La police britannique, à l'école des sorciers, dans le comté de Leicestershire, la police est intervenue dans un hôtel, après avoir reçu un signalement inquiétant dimanche 11 février 2024. Un homme en possession d'un grand couteau avait, semble-t-il, été aperçu. Je me suis rendue ce matin dans un grand hôtel d'Enderby, voilà, c'est dur à dire ce nom, avec un certain nombre d'officiers spécialisés dans les armes à feu, a raconté un officier de la police locale sur Facebook. Il explique que la police avait été prévenue d'un homme présent à l'intérieur en possession d'une arme blanche. Après enquête, nous avons rapidement établi qu'il s'agissait d'un fan de Harry Potter muni d'une baguette. La blague! Le policier a tenu à préciser qu'aucun résident n'a été blessé et qu'il n'y avait aucune trace de Voldemort. Rapidement, les internautes ont ironisé sur cette intervention insolite, enchaînant les références à l'univers du célèbre sorcier. Je dois être plus prudent lorsque je sors avec mes baguettes à l'avenir. Peut-on ainsi lire en commentaire? Ou encore, êtes-vous Sirius? Are you serious? Un jeu de mots entre le mot sérieux et Sirius Black. Nous sommes en Inde pour notre dernière affaire. Bouji Amma, citoyenne indienne de 52 ans, dont les proches étaient persuadés de la mort, s'est réveillée seulement quelques minutes avant sa crémation, programmée ce lundi 12 février. Kay Chiranjibi,
un habitant de la région de Brahmapur, qui a accompagné la miraculée dans le corbillard lors de ce qui devait être son dernier voyage, a expliqué qu'il avait presque fini d'assembler le bûcher funéraire quand Buji Amma a ouvert les yeux. Elle a répondu à nos appels, ce qui nous a choqués, relate-t-il auprès du quotidien Times of India. Au début, nous étions effrayés car nous n'avions jamais été témoins d'une telle situation. Qui a déjà été témoin d'une telle situation? Même si nous avions déjà entendu des histoires similaires, a-t-il témoigné. Le corps de la défunte, qui n'en était pas une, avait été brûlé à 50% lors d'un accident domestique le 1er février dernier. Soignée au MKCG Medical College and Hospital, avant de rentrer chez elle, son état s'était ensuite aggravé. Mais la victime ne pouvait pas être admise dans un autre établissement hospitalier afin de recevoir un traitement en raison de la pauvreté de sa famille. Lundi, elle n'a pas ouvert les yeux et il n'y avait aucun signe de respiration, a déclaré Sibaram Palo, son mari. Nous avons pensé qu'elle était morte et nous avons informé d'autres personnes de la localité pour qu'elles organisent un corbillard afin de transporter le corps au lieu de crémation. Buji Amma est finalement rentrée chez elle à bord du corbillard qu'il avait mené au lieu de crémation. Mais merde! Brûler et la remettre au feu, Mskina. Mais comment personne s'est rendu compte qu'elle était pas morte? Parce que t'as un pouls quand même. C'est chaud, ça brûle. Magic System, vous êtes des enfants. Elle est passée à ça de la mort. 2 fois. Donc c'est pas donné à tout le monde de dire ça. Oh, je suis morte une fois, et puis j'ai failli mourir une deuxième. Ah, quand c'est pas ton heure, c'est vraiment pas ton heure. Elle a eu le feu au cul. On va se quitter. Merci à toutes les personnes qui sont là dans le live. Merci de votre amour, de votre compassion, de m'avoir rejoint pour juger les pédophiles. Merci aux personnes qui sont dans l'ombre et qui chattent pas forcément, mais qui sont là. On vous voit. Pour le replay YouTube, merci, et on se retrouve bientôt pour un autre replay. Sahaf Turkom pour les personnes qui font le Ramadan et qui jeûnent. Bon courage à vous. Que Dieu accepte votre jeûne, vos prières, vos invocations.